Bonsoir à tous et bienvenue pour suivre avec nous ce grand tour d'horizon de l'actualité monégasque. Dans cette édition, nous reviendrons sur la première étape de la visite du prince Albert II en Calabre à la découverte de plusieurs communes de cette région d'Italie qui ont des liens historiques avec la principauté. En duplex de Sharm el-Sheikh et alors qu'une délégation emmenée par le ministre d'État a pris part au sommet des leaders de la COP27, nous serons avec Céline Caron-Dagioni, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. L'inflation et ses conséquences sur notre pouvoir d'achat minent cet automne 2022. Elle ne cesse de progresser depuis la rentrée et cela entraîne une hausse générale et durable des prix. L'économiste Nicolas Gutzmann sera notre invité pour nous expliquer comment nous en sommes arrivés là et les perspectives qui se dessinent pour l'hiver. Connaissez-vous Elvira Madigan, cette artiste de cirque qui a fait scandale en Suède à la fin des années 1800 car son amant, un jeune comte, avait abandonné sa famille pour elle. Son histoire a fait l'objet d'un film qui sera projeté dans le cadre du cycle Tout l'art du cinéma. Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel, nous le présentera. Débutons donc cette édition avec une halte dans le sud de l'Italie, en Calabre. Le prince Albert II y effectue actuellement une visite et lors de la première journée de ce déplacement, il a notamment été élevé au rang de docteur honoris causa de l'université méditerranéenne de Reggio. Découvrez ce reportage de Vanessa Dessi et Alexandra Marangoni. Située à la pointe de la botte, Reggio di Calabria représente la plus ancienne colonie grecque d'Italie du Sud. Elle est au centre d'une zone touristique de par son importance historique, culturelle et balnéaire. Son influence économique ainsi que sa fonction de pôle d'attraction en font une puissance maritime et industrielle de l'Italie du Sud. Avec une forte empreinte culturelle, la statue de la déesse Athéna fait partie des monuments incontournables. Cette dernière reflète la tradition du théâtre antique et offre une vue panoramique sur le détroit de Messine. La ville côtière avec ses plages de sable renferme une richesse incroyable, comme son musée national archéologique. Il a été fondé en 1882 et contient une importante collection d'éléments trouvés sur divers sites de Grande-Grèce. L'unico museo che racconta tutta l'antichità calabrese in un'unica esposizione, 4 livelli di esposizione dalla preistoria fino alla tarda età romana. Qui ci troviamo nella sezione terminale del museo, quella dedicata alla storia dell'antica Region, quindi di Reggio Calabria greca e poi di Reggio Calabria romana. I bronzi di Riace che sono tra le opere identitarie più famose al mondo. In un anno particolare, qual è quello il 2022, il 50° anniversario della loro scoperta, perché furono rinvenuti il 16 agosto 1972 nel mare di Riace e da allora rendono questo museo un grande attrattore culturale per turisti da ogni parte del mondo. Reggio est également une ville universitaire. Elle offre plus de 70 programmes d'études au sein de 5 entités différentes. Et c'est à l'université méditerranéenne que le souverain a été élevé au rang de docteur honoris causa, un titre honorifique qui vient saluer son engagement en faveur de la protection de l'environnement. Il principe Alberto II di Monaco per noi è un riferimento per il suo importante impegno internazionale a favore dell'ambiente e segnatamente nel caso della nostra laurea odierna in scienze forestali e ambientali a favore del patrimonio forestale mondiale internazionale che è sottoposto molto spesso a delle distruzioni e a dei danneggiamenti spesso legati a cause naturali, a causa del cambiamento climatico, ma anche per l'azione dell'uomo, per cui riconosciamo nel principe Alberto II di Monaco una personalità di altissimo profilo che ha contribuito e contribuisce proprio alla salvaguardia del pianeta attraverso la salvaguardia delle foreste. Et cette université a pour ambition de devenir une référence culturelle et scientifique pour tout le bassin méditerranéen.
Et cette première journée de visite du prince souverain en Calabre s'est achevée par un dîner de gala au profit de la Fondation Prince Albert II. Cette soirée était organisée par Marco Colasanti, le président de la branche italienne de la Fondation, qui a développé d'importantes relations avec des universités, des scientifiques, des experts et des institutions publiques et privées. Elle a également pour mission de promouvoir les initiatives en faveur d'organisations italiennes dédiées à la protection de l'environnement et à la sensibilisation du grand public sur cette question. La préservation de la planète et la lutte, plus particulièrement pour le climat, qui sont au cœur des débats à Sharm el-Sheikh, en Égypte, où se tient la COP27. Les quelques 200 pays présents ont débuté les échanges et les discussions dans cette bataille contre le réchauffement climatique. Les chefs d'État et de gouvernement ont porté leur voix à la tribune, rappelant l'urgence à agir. Le prince Albert II étant actuellement en Calabre, c'est le ministre d'État, Pierre Dartout, qui le représente. Il est accompagné à Sharm el-Sheikh par le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Céline Caron-Dadjioni. Émilie Rousseau est sur place à ses côtés. Oui, effectivement, nous sommes avec Céline Caron-Dadjioni. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, les enjeux de cette COP27, ils sont énormes, ils sont cruciaux pour justement l'avenir de notre planète. Ils sont cruciaux, en effet, c'est une COP particulière puisque c'est la COP de la mise en œuvre. Alors nous le disons souvent, mais cette mise en œuvre, elle est essentielle. Pourquoi ? Pour arriver à porter les projets d'adaptation sur notre territoire, pour tenir les enjeux d'un maximum d'une augmentation climatique de 1,5 degré maximum dans des moments où, touchés par la crise énergétique, touchés par la guerre, nous pourrions être tentés de revoir cet objectif et ça serait dramatique pour notre avenir. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Vous vivez ici votre deuxième COP? C'est ça. Alors je me sens plus à l'aise, c'est-à-dire qu'effectivement c'est ma deuxième COP, ce qui me permet d'avoir un petit peu mes repères, de finalement me rendre compte que ce que j'ai pu observer l'année dernière dans un état d'esprit plutôt très observateur et très à l'écoute des différents intervenants. Aujourd'hui je me sens beaucoup plus impliquée à la fois puisque ça fait un peu plus d'un an maintenant que je pilote ce département avec les enjeux environnementaux, les enjeux du Fonds vert, avec mes équipes et avec le DREC également à l'international. Et donc je retrouve un peu mieux mes repères et un peu plus ma capacité à être plus active, à avoir une écoute plus active sur les tables rondes. Hier par exemple nous avons participé à la table ronde sur l'innovation en matière de finances et c'était passionnant puisque ces mécanismes internationaux vont très probablement restructurer un petit peu l'ensemble des marchés à l'avenir pour une finance plus engagée, plus verte, plus solidaire, puisque c'est aussi un gros enjeu de cette COP, qui est une COP africaine, où les pays africains demandent à pouvoir accéder plus facilement à ces masses d'argent qui sont mis sur le tapis en fait, par les organisations internationales et par les États, mais qui sont encore très difficiles pour eux d'accès et qui font aussi partie des enjeux de Monaco, puisque nous avons signé un accord avec la francophonie pour renouveler justement notre mobilisation aux côtés de la francophonie pour arriver à former en fait des négociatrices et pas des négociateurs, des négociatrices pour pouvoir être capables de monter leurs propres projets, de soutenir ces projets et d'obtenir les financements. Donc on voit que c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place. Bien, merci beaucoup Madame le ministre d'avoir répondu à nos questions. On reviendra bien évidemment sur la présence de la délégation monégasque ici même à Sharm el-Sheikh à l'occasion de la COP27 et notamment le discours du ministre donné lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Nous entendrons effectivement mercredi dans l'édition de 19h le ministre d'État Pierre Dartout, mais aussi le témoignage de Bertrand Piccard dont on connaît l'engagement et qui est présent sur cette COP, lui qui veut rompre avec l'écologie punitive ou moralisatrice. Je vous le disais en titre, l'une des principales préoccupations des ménages en cet automne 2022, c'est la baisse de leur pouvoir d'achat, à l'heure où l'inflation est en pleine progression. Nous sommes d'ailleurs allés vous demander comment vous vous en sortiez et si vous aviez constaté dans votre quotidien cette envolée des prix. Voici vos réponses au micro de Frédéric Elion. On peut comparer un caddie de 3 semaines en arrière par rapport à un caddie de maintenant, et là il y a des écarts de prix qui se voient vraiment très facilement. De combien cette différence justement? Facilement de 20 €, 20-25 €. Quand on va faire les courses en fait, ça a grave augmenté tout. Et vraiment, il y a vraiment tout qu'à augmenter, les courses, c'est devenu super cher maintenant. Oui. Le gasoil, les courses, tout est plus cher, mais je pense que tout est proportionnel aussi. À Carrefour surtout, moi je trouve que la note elle est plus élevée. De combien à peu près? Vous avez une petite estimation?
je sais pas, entre 20 et 30 euros quand même. J'ai le sentiment que tout est plus cher, mais ça, c'est pas depuis quelques jours en fait. C'est déjà depuis plusieurs mois. Je m'en aperçois d'autant plus que je travaille dans le milieu du yachting. Donc on est assujetti à acheter des produits pour nos clients, des produits haut de gamme. Et même sur les produits haut de gamme, on se rend compte que les prix ne sont pas les mêmes. L'essence aussi, pour mes parents, infernal. Et oui, le constat est donc presque sans appel. Et pour mieux comprendre l'origine de cette inflation et les perspectives qui se dessinent pour les semaines et mois qui viennent, nous avons invité un analyste économique. Bonsoir Nicolas Gutzmann. Bonsoir. L'inflation est devenue la bête noire de cet automne, mais avant de nous expliquer comment nous en sommes arrivés là et les perspectives qui se dessinent, peut-être en quelques mots simples, résumons ce qu'est l'inflation. Alors c'est simplement une dynamique de hausse des prix. Donc le niveau des prix augmente de façon dynamique et constante dans le temps, et c'est ça qui est résumé comme étant l'inflation. Pourquoi aujourd'hui sommes-nous dans une phase d'inflation galopante? Ce n'est pas étranger peut-être notamment à la pénurie de certaines matières premières? Je pense qu'on peut faire retracer un peu l'historique de ce qui s'est passé depuis quelques mois maintenant, simplement en considérant que la Russie a commencé ses restrictions de gaz à peu près au mois d'avril-mai 2021. C'est ce qui a conduit d'abord à une première hausse des prix énergétiques, donc on va dire sur la deuxième partie de l'année 2021, au sein de la zone euro, et qui a donc alimenté d'abord ces prix de façon assez importante, pour en arriver aujourd'hui à des hausses de prix de l'énergie qui sont à peu près au niveau européen, en prenant la totalité des pays, environ de 40-45% de hausse pour tous ces pays-là. Évidemment, quand vous êtes confronté à ce genre de situation, quand vous êtes un industriel par exemple, vous avez des hausses de coûts qui sont très importantes et vous allez avoir tendance à repasser les hausses de coûts au prix qui va être donné aux consommateurs. Oui, parce que très concrètement, les conséquences, elles ne se font pas seulement cruellement ressentir dans nos porte-monnaies, hein. Cela a des répercussions en cascade. Ce qu'on constate, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une perte de pouvoir d'achat qui est relativement importante pour les populations européennes. Évidemment, dans les pays où l'inflation est la plus forte, notamment les pays baltes ou les Pays-Bas, par exemple, où on a une inflation qui est aujourd'hui supérieure à 17%, c'est très important. Par contre, dans un pays comme la France, pour le coup, on a une inflation qui est quand même moindre que dans les autres pays européens. Aujourd'hui, on est à 7%. La perte de pouvoir d'achat est un peu moins importante, mais dans d'autres pays européens, ça devient effectivement très conséquent, et ce qui donne, on va dire, des problématiques assez importantes pour la suite. Parce que, évidemment, quand vous perdez en pouvoir d'achat, vous êtes moins en mesure de consommer, ce qui augure de mauvais chiffres, en tout cas pour l'économie à venir. Mais alors, quel remède à cette inflation? Alors aujourd'hui, le remède qui est utilisé en Europe, c'est le biais de la Banque Centrale Européenne, sauf que la Banque Centrale Européenne, si elle relève ses taux d'intérêt, va, elle, provoquer un autre ralentissement de l'économie pour essayer de lutter contre l'inflation qu'on a aujourd'hui, contre laquelle on a affaire. Ce qui n'est pas forcément, à mon avis, la bonne méthode. Et il y a d'autres méthodes qui sont employées. Alors, c'était notamment la méthode qui avait été employée dès le départ par la France, c'est-à-dire d'essayer de contenir les hausses de prix de l'énergie pour essayer de faire en sorte que les ménages et les entreprises soient moins affectés et donc passent moins ces hausses de prix aux consommateurs. C'est également une solution qui est mise en place au Japon et qui peut permettre effectivement de lutter contre la cause elle-même de la situation, plutôt que de venir jouer sur les conséquences comme le fait aujourd'hui la BCE. Alors je rappelle que vous êtes économiste, mais quels conseils peut-on donner aux ménages pour mettre en place en quelque sorte un système D? Alors il faut prendre son mal en patience ou il y a des petites astuces? La seule chose qu'on peut dire, ce qui est intéressant, c'est que les indices de prix en général qui sont mesurés par les indices statistiques sont statiques par eux-mêmes. Or, on sait que les ménages, évidemment, lorsqu'ils sont confrontés à des hausses de prix importantes, ont tendance à basculer leur consommation. C'est-à-dire que si vous avez un produit A qui augmente considérablement ses prix et que vous avez un produit B à côté qui a un prix un peu moins élevé, vous allez basculer votre consommation. Ce qui veut dire que l'inflation affichée aujourd'hui n'est pas forcément celle qui est forcément vécue par la population, parce qu'elle va changer ses habitudes de consommation pour essayer justement de contrer ces hausses de prix. Et que donc, dans ces configurations-là, là, c'est plutôt un conseil pour les entreprises, c'est de ceux qui seront en mesure d'avoir des prix les plus bas seront les plus grands vainqueurs de cette situation-là. Oui, donc certains peuvent influer à leur avantage. Une dernière question, quelles sont les perspectives qui se dessinent? Elle va continuer comme ça à grimper, cette inflation? Alors, d'ici à la fin de l'année, je crois que les estimations aujourd'hui sont comprises plutôt avec une progression continue de l'inflation
qui va être en zone euro en moyenne à peu près entre 12 et 13%. On devrait avoir un début de reflux se matérialiser et avoir progressivement un retour de l'inflation à des niveaux qui sont plus ceux qu'on a connus lors des dernières années, mais ça mettra bien encore 1 ou 2 années avant de revenir à des niveaux plus confortables. Évidemment, il y a d'autres scénarios qui peuvent exister. On pourrait éventuellement, si jamais le niveau d'activité économique se contractait plus fortement qu'on ne le croit aujourd'hui, ça pourrait aller plus vite que ça. Par contre, évidemment, si encore une fois, il y a d'autres perturbations sur les marchés d'énergie, ça pourrait encore progresser l'année prochaine. Mais ça, c'est encore une fois très difficile à prévoir pour le moment. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas Gutzmann, d'avoir été notre invité pour apporter cet éclairage sur cette inflation qui fait la une de l'actualité et cause bien des désagréments dans le quotidien des consommateurs. Merci à vous. Le bilan Covid-19 de la semaine est plutôt stable. Le taux d'incidence sur les 7 derniers jours s'est établi à 163 contre 161 la semaine précédente. 10 personnes étaient toujours hospitalisées au CHPG dimanche, dont 5 résidentes, mais aucun patient ne se trouve en réanimation. C'était ce matin, aux premières heures de la journée, les répétitions de la Fête nationale 2022 ont débuté. Vous le voyez sur ces images tournées au Stade Louis II, le grand défilé de la compagnie des carabiniers, de la compagnie des sapeurs-pompiers, mais aussi de la sûreté publique se prépare sous la houlette du commandant supérieur de la force publique, le colonel Tony Varro. Retour à présent sur le concert qui a eu lieu dimanche à la salle Garnier avec à l'affiche plusieurs musiciens de l'orchestre philharmonique et un jeune violoniste prodige de 21 ans, Daniel Lozakovitch. Ce dernier avait déjà offert au public une prestation exceptionnelle lors du concert d'ouverture de la saison de l'OPMC. Le récit de José Sacré sur des images de Jean-Alexandre Dordet et au son Clélia Renaud. Daniel Lozakovitch était de retour à Monaco dimanche 6 novembre à la salle Garnier, cette fois pour un concert de musique de chambre, d'abord avec le pianiste Dmitri Shishkin, dans un programme Tchaïkovski-Chausson-Ravel, puis il a été rejoint par des musiciens solistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour interpréter Souvenirs de Florence de Tchaïkovski. Such musicians, and I want to perform with them if I could every day. But we had really long rehearsals, and they were so into the music and so much for the work of the music, what you need. Because to make such immortal music alive, you have to give your mind, your heart, to make these notes come out. Prochain concert de musique de chambre, toujours à la salle Garnier, vendredi 11 novembre à 20h, avec la pianiste Elisabeth Leonskaya. Autre concert à venir cette fois, samedi prochain, samedi 12 novembre, le groupe Be Witness proposera un concert de louanges en la cathédrale à 20h30 sous l'égide du diocèse. Ce groupe est composé de jeunes animés par leur foi et leur passion et ce concert s'inscrit dans le cadre de la préparation des Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu en 2023 à Lisbonne. Et puis cette jolie initiative de l'Arboretum de Roure, vous êtes invités à planter un arbre jusqu'au 14 novembre. Thé et café vous attendent sur place sur les hauteurs de Saint-Sauveur-sur-Tinée. Vous pourrez découvrir le site, profiter du moment et réaliser un geste citoyen. C'est un joli moment de cinéma qui sera proposé le 15 novembre au Théâtre des Variétés par l'Institut audiovisuel. Le film Elvira Madigan du réalisateur suédois Bo Widerberg sera projeté. Il est tiré d'une histoire vraie. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla nous le présentent. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on va parler d'un film suédois de 1967, Elvira Madigan. C'est une histoire d'amour, un Roméo et Juliette des pays nordiques en quelque sorte. Oui, c'est un film d'amour fou qui a beaucoup étonné à l'époque. Le film est de 67.
je me souviens avoir lu des critiques qui disaient « mais comment on peut raconter une histoire qui est juste celle de deux gens qui s'aiment passionnément ?» Il ne se passe rien dans ce film. Vous avez bien fait de le projeter alors. Oui, mais sauf que c'est juste passer à côté de l'essentiel, qui est justement le contexte que pose le film. Une jeune femme circassienne qui s'échappe de son cirque où elle est, je crois, funambule, et lui qui est un soldat qui déserte. L'histoire se passe à la fin du 19e, donc on est dans un contexte où effectivement ces deux amants vont se soustraire au poids et au cadre de la société, et tout le film raconte comment ils vivent cette histoire comme sur un nuage, mais rattrapé peu à peu par le poids de l'ordre et de la morale. Donc c'est au contraire un film d'une force incroyable. C'est ça, parce qu'on a l'impression que c'est une petite histoire d'amourette, et en fait c'est beaucoup plus profond que ça, hein. C'est une tragédie, et c'est une histoire vraie. Et c'est une histoire vraie. Moi, je trouve ce film absolument magnifique, précisément dans la manière dont le cinéaste, Bo Widerberg, donc grand cinéaste suédois, hélas méconnu, même si le travail du distributeur qui nous permet de voir ce film aujourd'hui, a ressorti petit à petit tous ces films. Donc, j'allais dire, Bo Widerberg reprend un peu sa place dans le panthéon du cinéma suédois. Donc, la manière dont il arrive justement à mêler ces moments suspendus d'amour fou, ces moments-là sont de véritables tableaux. Magnifique photographie. Oui. Ça me fait penser d'ailleurs un petit peu, alors même s'il a été critiqué, on le comprend pourquoi, aux photos de David Hamilton, cette espèce de flou lumineux, c'était un peu surexposé. Un peu surex, ouais. Oui, et puis il y a une chaleur dans l'image qui se dégage, et puis cette chaleur, c'est celle de la passion, et puis entrecoupé par ces moments où petit à petit les mailles du filet se rétractent sur eux, puisque pas véritablement une chasse à l'homme, mais petit à petit, dans leur fuite, certains vont jouer contre ce couple et amener à les retrouver dans leur fuite éperdue. Ouais. Allons voir donc Elvira Madigan. Merci Vincent. Merci Fabien. De forstået, hvilket vi Hvad tænker du om det, Rønner? Hvad tænker du om det, Rønner? Det er så tørt. Det bliver fængelse. Projection donc le 15 novembre à 20h au Théâtre des Variétés. Un temps toujours mitigé se prolonge en ce début de semaine. Après 2 journées où les nuages ont joué à cache-cache avec le soleil, la tendance semble se confirmer mercredi, Frédéric Hélion. En effet, Patricia, encore un temps instable mercredi avec quelques éclaircies, mais surtout un ciel très nuageux. La nouveauté, c'est la pluie, avec des averses possibles, que ce soit le matin ou le soir. Les températures seront comprises entre 11 et 16 degrés mercredi 9 novembre. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Théodores. C'est sur ces prévisions et le saint du jour que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons demain à 19h. Et pour clore tout à fait cette édition, voici la série de photos du jour. Elles sont signées Manuel Vitali. Il s'est glissé dans les coulisses des répétitions de la fête nationale. Passez une très belle soirée. À demain 19h.